Bienvenue dans le débat, il est consacré à l'Ukraine au lendemain d'un accord signé entre Américains et Ukrainiens en Arabie Saoudite. L'Ukraine qui a accepté le principe d'un cessez-le-feu de 30 jours qui peut être prolongé par un accord mutuel entre les parties. En échange, les États-Unis s'engagent à rétablir immédiatement la livraison d'armes et la coopération en matière de renseignement. La Russie a réagi en affirmant qu'elle n'excluait pas les contacts dans les prochains jours avec les États-Unis. Trump dit, lui, parler à Poutine cette semaine. Zelensky presse la Russie de répondre à la proposition. Trump a affirmé il y a quelques instants qu'il pouvait faire pression sur la Russie, mais qu'il pensait que ça ne serait pas nécessaire. Dans le même temps, la guerre se poursuit avec 4 morts dans une frappe russe sur la ville d'Odessa et la Russie qui met un maximum de pression sur les troupes ukrainiennes dans la région de Koursk, selon les Ukrainiens. En France, au lendemain de la rencontre d'Emmanuel Macron avec les chefs d'état-major de 34 pays, le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, reçoit ses homologues européens pour coordonner un soutien à Kiev. Alors que peut-on retenir de cet accord entre Américains et Ukrainiens? Quelle est la réaction des Russes et quelle est la prochaine étape? On reviendra aussi sur le soutien européen à l'Ukraine au lendemain de cette réunion du chef de l'État avec les chefs d'état-major des armées. L'Ukraine, que va faire Poutine? Ça, c'est le titre du débat et on en parle tout de suite avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Charles Laquet, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes journaliste, même rédacteur en chef service Monde à l'Express et vous rentrez tout juste d'Ukraine. Donc vous allez pouvoir nous donner des nouvelles fraîches. Vous avez accompagné Gabriel Attal donc il y a quelques semaines. Merci d'être là. En face de vous, nous avons le général Jean-Paul Paloméros. Bonsoir général, merci d'être là. Ex-chef d'état-major de l'armée de l'air, également ex-commandant suprême allié transformation de l'OTAN. Thierry Volton est avec nous ce soir, bonsoir, essayiste et spécialiste des régimes communistes et post-soviétiques. Et ce soir, nous avons Valéria Faure-Muntian avec nous, bonsoir, vous êtes ancienne députée donc La République En Marche, également ancienne présidente du groupe d'amitié France-Ukraine et vous êtes franco-ukrainienne. Bienvenue dans le débat. 11 jours après l'altercation de Zelensky dans le bureau ovale avec Trump et J.D. Vance, la délégation ukrainienne, donc conduite par Andriy Yermak, a accepté donc un cessez-le-feu de 30 jours. Et en échange, les États-Unis s'engagent à rétablir les livraisons d'armes ainsi que la coopération en matière de renseignement. On fait un point en image avec Florent Rodeau. 3 ans après l'invasion à grande échelle lancée par la Russie, l'arrêt des combats n'a jamais semblé aussi proche en Ukraine. Mardi, Volodymyr Zelensky a accepté la proposition américaine faite à Jeddah. Un cessez-le-feu complet pour une durée de 30 jours. La balle est désormais dans le camp de Moscou. Aujourd'hui, tout dépend de la volonté de la Russie. Un cessez-le-feu et le silence, ou bien la poursuite des massacres. Aujourd'hui, tout dépend de ce pays à 100%. Le président ukrainien le précise toutefois, il ne fait pas confiance à Vladimir Poutine concernant l'application d'une éventuelle trêve. En cas de refus russe, il appelle les États-Unis à prendre des sanctions fortes contre la Russie. Washington, qui regarde désormais vers Moscou. Nous attendons tous avec impatience la réponse de la Russie et lui demandons instamment d'envisager de mettre fin à toutes les hostilités afin que les gens cessent de mourir, que les balles cessent de voler et qu'un processus puisse s'engager pour trouver une paix permanente. De son côté, Donald Trump annonce qu'il aura une conversation cette semaine avec Vladimir Poutine. Le porte-parole du Kremlin, lui, confirme des contacts à venir. Nous étudions attentivement les déclarations qui ont été faites à la suite de la réunion et nous examinons le texte de la déclaration commune adoptée à Jeddah. Nous avons également prévu des contacts avec les Américains ces jours-ci. Renouvelable tous les 30 jours, le cessez-le-feu pourrait ensuite ouvrir la voie à un accord de paix. En échange du feu vert du président Zelensky, Washington a accepté de rétablir son aide militaire à Kiev. Selon leur communiqué commun publié à Jeddah, l'accord sur l'exploitation des minerais ukrainiens sera lui conclu dès que possible. Direction Kiev, on retrouve tout de suite notre correspondant Gulliver Krag. Gulliver, bonsoir. D'abord, que dit-on en Ukraine de cet accord? Quelles sont les réactions sur place? Alors, dans les rues de Kiev, les personnes à qui j'ai parlé aujourd'hui étaient tous assez sceptiques par rapport à l'idée que la Russie accepte cette idée de cesser le feu. Mais ils voyaient néanmoins la réunion d'hier comme un succès, du moins
partiel pour l'équipe ukrainienne, puisqu'ils ont obtenu la reprise de l'aide militaire américaine à l'Ukraine et le partage des renseignements. Ça, c'était le but numéro 1. Et en fait, le but numéro 2 a été atteint aussi, mettre la balle clairement dans le camp des Russes. Tout le monde le répète en utilisant ces termes. Maintenant, c'est vraiment aux Russes de décider. Si dans l'opinion publique générale, et j'ai l'impression aussi que chez Volodymyr Zelensky, le président lui-même, le doute plane quant à l'idée que les Russes acceptent ou adhèrent à un cessez-le-feu. Les Ukrainiens se souviennent très bien de combien de fois les Russes ont violé des cessez-le-feu conclus à répétition entre 2014 et 2021. En fait, les experts et certains politiques pensent plutôt que la Russie va peut-être l'accepter. On ne sait pas du tout, mais clairement, on est dans une situation où Vladimir Poutine aurait peut-être beaucoup à perdre en refusant, puisque visiblement, Donald Trump pense qu'il l'acceptera. Et Vladimir Poutine a créé une certaine amitié avec Donald Trump. Et vous avez une administration américaine qui, en ce moment, pense pouvoir réparer les relations avec la Russie. Et la Russie a peut-être envie de réparer ses relations avec les États-Unis aussi. Mais en même temps, la Russie de Vladimir Poutine n'a pas envie de céder en Ukraine. Et c'est là, je pense, qu'il y a une mauvaise compréhension entre les Américains et les Russes. Les Américains pensent peut-être que si l'Ukraine ne rejoint pas l'OTAN et cède une partie de son territoire actuellement occupé par la Russie, cela satisferait Vladimir Poutine. Mais de l'avis des experts qui connaissent mieux la Russie, l'ambition du président russe ne s'arrêtera pas là. Il voudra la domination totale de l'Ukraine et il voudra au minimum le départ des forces ukrainiennes de la région de Koursk en Russie. Alors, ce sont là des raisons pour lesquelles il pourrait hésiter avant de décider d'accepter et appliquer ce cessez-le-feu. Vraiment, on ne sait pas et ce sera très intéressant de voir dans les prochains jours quelle sera la décision et les actions qui suivront cette décision des Russes. Merci Gulliver Krag, donc notre correspondant en Ukraine. On apprend d'ailleurs que les négociateurs américains sont en route vers la Russie. Avant de reparler justement de la réaction russe, Général Paloméros, d'abord pour vous, qu'est-ce qui s'est passé hier? C'est quoi, un petit point de départ vers une trêve, un petit pas, pratiquement rien? Non, c'est certainement pas rien. D'abord, ça a été parfaitement dit. Hein. C'est une lueur d'espoir. Alors, elle peut s'éteindre, mais une lueur d'espoir. Et c'est vrai que le fait que la pression change de camp, il était temps quand même. Enfin, que c'était l'agresseur qui était au balcon, qui attendait tranquillement que les affaires se déroulent, et les Ukrainiens qui subissaient la hire des Américains, comme on l'a vu malheureusement dans le bureau ovale. Ce qui est une bonne chose, c'est que les renseignements, les capacités militaires soient rétablis. Il faut quand même attendre ce que va faire Trump pour la matière, parce qu'il faut qu'il fasse voter des compléments pour que les Ukrainiens continuent à Pour l'instant, c'est l'aide militaire qui a déjà été votée. Voilà, c'est ça. Donc, c'est bien. Et donc, maintenant, les Russes, je crois je ne sais pas si on sera d'accord, mais Poutine, il va rentrer là-dedans, il essaiera de prendre ce qu'il y a à prendre, et le reste, il va le refuser. Et simplement une dimension, c'est comment faire respecter ce cessez-le-feu. Voilà, on va y revenir. Parce que c'est la seule condition de sécurité, c'est des troupes et des avions et tout ce qu'il faut pour faire respecter une zone de cessez-le-feu. Mais il va falloir faire vite, parce que je peux vous assurer que M. Poutine, il va tout faire pour pourrir l'ambiance. C'est ce que vous pensez. On va y revenir. Justement, Valéria Formuntian, est-ce qu'on peut dire que c'est quand même une bouffée d'air pour les Ukrainiens, disons, le fait qu'à nouveau les Ukrainiens soient assis à la table des négociations, c'est peut-être ça le progrès d'hier? Les Ukrainiens ont vécu un cauchemar pendant 3 semaines. On a traité leur président de dictateur. On a dit que la Russie a acquis de manière quasiment légitime les territoires parce qu'ils se sont bien battus. C'était totalement atroce. Les paroles qui sortaient de la bouche de Trump étaient inaudibles par une population en souffrance depuis 3 ans. Donc là, il y a un progrès. Donc effectivement, il y a un revirement même de situation puisque le poids pèse aujourd'hui de la décision sur la Russie. Et donc enfin, ils peuvent respirer, tout en sachant que l'imprévisibilité de Trump
fait que ça peut se retourner à tout moment contre l'Ukraine à nouveau. Mais en tout cas, le cessez-le-feu est plutôt bien accueilli parce que c'est une population qui vit sous les bombes et sous les alertes depuis 3 ans. Donc avoir une trêve, ce serait vraiment pas mal pour la population civile. Au-delà de ça, effectivement, il faut savoir quels observateurs, parce qu'il y avait eu des observateurs, sans qu'il y ait de militaires en place en 2014, il y a eu des observateurs internationaux qui constataient tous les jours les violations, sans pour autant qu'il y ait quelqu'un qui puisse y intervenir. Et puis, quel est l'avenir? Qu'est-ce que Poutine va demander comme contrepartie? Lever de cette sanction économique? Parce que là, l'économie russe commence à aller mal. Donc, est-ce que ce sera ça la contrepartie ou est-ce que ce sera d'autres choses? On va y revenir. Charles Aquet, justement, votre impression, votre analyse sur ce jeu diplomatique qui a eu lieu hier. Alors, en préambule, vous disiez que Donald Trump est sûr et certain qu'il va gagner et que Vladimir Poutine va accepter. En fait, on peut le voir autrement, c'est que Poutine est quelque part mis devant une sorte de dilemme. C'est soit, effectivement, il accepte ce cessez-le-feu, mais ça veut dire que du jour au lendemain, il arrête ses gains territoriaux, soit il continue, et on voit bien ce qui se passe depuis quelques heures. Une nouvelle offensive a été lancée dans la poche de Soudja, donc dans la région de Koursk. Il y a une évacuation qui est en cours. Donc, en fait, il est dans une logique quand même toujours de conquête territoriale, et je pense que pour lui, c'est un dilemme de savoir s'il va ou pas accepter cette trêve. Vous ne voyez pas accepter la trêve, en tout cas, a priori? Ça dépend des conditions, et je pense que les conditions telles que Donald Trump les dicte, les voit, ça ne suffira pas pour Vladimir Poutine, qui, à mon avis, n'a jamais voulu un cessez-le-feu, parce que pour lui, ça veut dire que ça permettrait aux Ukrainiens de reconstituer leurs forces. Donc il veut quelque chose d'assez total. Il veut qu'on lui dise tout de suite qu'il y a un désarmement de l'Ukraine, qu'il y a une occupation des territoires occupés. Enfin, il est dans une logique vraiment beaucoup plus absolue que ce qu'on imagine. Donc je ne vois pas effectivement accepter une demi-mesure. Thierry Volton, alors... Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. En tout cas, la balle est dans le camp des Russes. Oui, absolument. Moi, je pense que l'intérêt... normalement de Poutine et de jouer le jeu du cessez-le-feu, avec évidemment la possibilité de la rompre quand il veut, parce que d'abord, il ne faut pas oublier, si les Ukrainiens sont à genoux, si je puis dire, les Russes sont aussi à genoux, économiquement, l'armée, etc. Donc il a besoin, comme les Ukrainiens ont besoin d'une trêve, si je puis dire, il a aussi besoin, à mon avis, d'une trêve qui sera très bien vue pour lui. Et puis il veut, bon alors, il va redire ce qu'il veut, c'est-à-dire la neutralité de la Pologne, c'est ça, de l'Ukraine, justement, démilitarisation de l'Ukraine. Oui, ça c'est plus tard, c'est l'étape d'après ça. Hein, démilitarisation de l'Ukraine. Absolument, et évidemment dénazification de l'Ukraine aussi. Du pays, démilitarisation, etc. Donc ça, évidemment, il l'obtiendra pas. Soyons clairs. Enfin, alors qu'il ne peut pas l'obtenir. Il n'a pas les moyens de l'obtenir. Ça ne veut pas dire que ça dépendra beaucoup des Américains. Si évidemment les Américains disent oui et que les Européens se couchent, ça serait éventuellement possible. Mais ça serait catastrophique et absolument irréaliste. Bon, maintenant je pense qu'il est joueur, si je puis dire, et il le montre d'une certaine mesure. Poutine est joueur, et donc je pense qu'il va faire pourvoir, si je veux dire, comme au poker, oui, pourvoir. Qu'est-ce que ça va se passer? On va écouter un certain nombre de réactions d'ailleurs de moscovites. Un cessez-le-feu de 30 jours ? Non, parce que Poutine l'a déjà clairement exclu et je suis bien d'accord avec lui, avec toutes ses positions. On voudrait un cessez-le-feu tout court, pas seulement pour 30 jours, mais pour toute la vie. Il faut arrêter avec cette guerre et qu'elle ne recommence jamais. Général, on voit qu'ils ne sont pas tout à fait crédules, hein, en tout cas du côté russe. Vous pensez, comme Thierry Volton, qu'effectivement, il pourrait jouer Poutine et essayer de rentrer dans... Enfin, de toute façon, les négociateurs américains arrivent en Russie, en tout cas d'accepter ce cessez-le-feu de 30 jours pour voir avec un certain nombre de conditions qu'il voudra imposer? Oui, je pense qu'elles seront millimétrées. On peut compter effectivement sur le maître du Kremlin pour, comme je disais, pourrir un peu la situation sans en donner l'impression de dire non. Ça, c'est quand même l'art de l'influence de la désinformation qui parle, quoi, l'ancien du KGB. Donc il va essayer de jouer, si je peux m'exprimer ainsi, même si c'est tragique, avec ça. Qu'est-ce qu'il va mettre sur la table? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'il va mettre sur la table? De toute façon, pour lui, je pense que la région de Koursk, c'est pas négociable. Donc il y aura pas un cessez-le-feu si les Russes ne retrouvent pas leur intégrité territoriale. La région de Koursk qui est donc en Russie. Avec un certain cynisme, si vous voulez. Deuxièmement, à la tête de Zelensky, peut-être, parce que après tout, c'est son ennemi juré. Et troisièmement,
évidemment une délimitation territoriale du cessez-le-feu qui correspond plus à son ambition qu'à la réalité d'aujourd'hui, c'est-à-dire les oblasts tels qu'il les a décrétés et annexés. Alors, je ne sais pas, c'est juste les quelques éléments qui peuvent être sur la table. Et évidemment... Alors, est-ce que ce sont des conditions que peuvent accepter les Ukrainiens ? Non, il va tout faire pour que, sans se dissocier des Américains, progressivement, ces conditions deviennent intenables pour les Ukrainiens et qu'on renverse la charge de la preuve et, quelque part, les Ukrainiens se retrouvent de nouveau en première ligne. Oui, mais alors justement, est-ce qu'à ce moment-là, Trump pourrait faire pression il fera pression sur Poutine, c'est ce qu'il a dit qu'il ferait peut-être, on va l'écouter, en disant on mettra en place des sanctions contre la Russie s'il n'accepte pas le deal. Le problème, c'est que si on y réfléchit bien, pour que Trump fasse pression sur Poutine, il faut qu'il monte vraiment dans la gamme stratégique, si vous voulez. Il ne peut pas se contenter de tactique. Donc, il faut qu'il y ait des éléments assez stratégiques qui pèsent sur la Russie pour l'avenir, du style, attention, on va redéfinir les conditions de sécurité en Europe, mais ça ne sera pas forcément pour ton avantage. Je vais installer un bouclier antimissile. Enfin, il y a plein d'éléments qui sont sur la table aujourd'hui en termes d'architecture de sécurité et de défense de l'Europe. Moi, je pense qu'il sera obligé, si vraiment il veut y aller à fond, il sera obligé de monter à ce niveau-là. Mais enfin, c'est ouvert au débat. Sur la sécurité de l'Europe. Valérie Faure-Mundian. Alors déjà, sur Zelensky, effectivement, l'avenir de Zelensky peut être dans la balance, dans ces négociations. Poutine voudrait justement probablement le voir quitter le pouvoir. Potentiellement. Cependant, des élections ne peuvent pas être organisées aujourd'hui. C'est la loi martiale d'une part. Une grande partie de la population ukrainienne se trouve hors des frontières parce que du coup, les femmes, les enfants et les personnes âgées avaient fui la guerre. Donc, organiser aujourd'hui de manière acceptable et démocratique une élection, c'est difficile. En plus, il y a effectivement une représentation nationale avec une opposition. Pour le coup, démocratiquement parlant, l'Ukraine fonctionne aujourd'hui correctement. Alors on dit que Poroshenko serait allé à Washington. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Poroshenko, il va taper dans toutes les portes jusqu'à ce qu'il puisse être candidat à nouveau. Ce qui est intéressant aussi, c'est que pour Poutine, l'Ukraine doit rester une no-go zone. C'est-à-dire que ça doit rester une zone de chaos, zone tampon entre lui et l'Occident. Et il va tout faire pour faire traîner les choses, comme vous l'avez justement dit. Il peut éventuellement faire des allers-retours à ses propositions et pas accepter. Ça veut dire que c'est lui qui garde l'agenda, en fait. C'est lui qui garde. C'est lui le maître du jeu dans tout ça. Il ne faut pas oublier ce fameux triptyque de Poutine. Il parle à la fois à sa population, à la fois à l'Occident et à la fois à ses alliés BRICS & Co contre Occident. Donc il ne peut pas du jour au lendemain tout laisser tomber et accepter les conditions américaines alors qu'il est anti-américain et anti-Occident. Donc forcément, il y aura des contreparties. Est-ce qu'elles seront suffisamment acceptables pour les Ukrainiens pour poursuivre ou est-ce qu'elles seront totalement inacceptables? Et là, Trump va se retrouver en difficulté à savoir à qui met la pression en premier. Et c'est beaucoup plus facile de mettre la pression sur Zelensky que de mettre la pression à Poutine. Bien sûr, on va l'écouter justement, Donald Trump. C'était à l'occasion d'une conférence de presse il y a quelques instants. Nous avons eu un grand succès hier. Nous avons un cessez-le-feu complet qui est prêt. Quand est-ce qu'il entrera en vigueur? Nous allons voir. Cela dépend de la Russie maintenant. Mais nous avons eu de bonnes relations avec les deux parties et nous verrons. Des gens se rendent en ce moment même en Russie et nous espérons obtenir un cessez-le-feu de la part de la Russie. Et si nous y parvenons, je pense que nous aurons fait 80% du chemin pour mettre fin à cet horrible bain de sang. C'est un bain de sang qui se déroule là-bas. En moyenne, 2 à 3 000 jeunes sont tués chaque semaine. Cette guerre stupide n'aurait jamais eu lieu si j'avais été président. Bon, il l'a redit, il l'a dit je ne sais combien de fois que s'il n'avait été président, cette guerre n'aurait pas eu lieu. Mais pour sortir de cela, on voit tout de même qu'il y tient à ce cessez-le-feu, à ce que quelque chose se passe. Donc, effectivement, ça met quand même une pression très forte sur Poutine pour qu'il donne un gage, qu'il donne quelque chose. Oui, surtout que Donald Trump a dit ce soir que si vraiment Vladimir Poutine n'acceptait pas, n'obtempérait pas, en tout cas n'allait pas dans son sens, il était prêt à lui faire subir de très lourdes sanctions. Des sanctions financières, exactement. Alors on ne sait pas exactement de quoi il voulait parler. Mais... Ce qui est dans l'esprit de Trump, une sanction financière. En tout cas, ce qu'on peut voir, on a pas mal travaillé sur les sanctions potentielles. Et c'est vrai que en matière de pétrole notamment, même s'il y a eu de nouvelles sanctions européennes, on est encore très loin du compte. L'Union européenne a dépensé plus d'argent
a acheté du pétrole et du gaz russe l'année dernière, qui a aidé financièrement l'Ukraine. 21 milliards contre 18 milliards. C'est-à-dire qu'on est... Donc on n'y est pas encore tout à fait sur les sanctions. On n'y est pas encore parce qu'il y a beaucoup de biais, c'est une passoire. D'une part parce qu'il y a des pays d'Europe qui ont des pipelines spécifiques, comme la Slovaquie, comme la Hongrie. D'autre part parce qu'il y a aussi des canaux qui permettent notamment d'exporter du pétrole dans des pays tiers, donc du pétrole brut dans des pays tiers, c'est-à-dire l'Inde notamment et la Chine. En fait, le système français, c'était de dire on plafonne à $60 le baril, le pétrole russe, comme ça, il ne peut pas avoir beaucoup d'argent grâce à ce pétrole. Sauf qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le pétrole arrive en Inde, par exemple, il est raffiné en Inde, notamment dans des raffineries qui sont détenues également par Rosneft, par des sociétés russes. Et en fait, l'argent revient en Russie. Donc il y a beaucoup de contournement, en fait, de ces sanctions. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout à la hauteur des sanctions qui ont été prises et qui devraient être prises. Et ça pourrait être une vraie menace pour Poutine, vous pensez, Thierry Volton, quand Trump dit on pourrait mettre en place des sanctions parce qu'il veut tout de même parvenir à quelque chose. Ça dépend de la puissance des sanctions. Bon, on sait qu'il y a par exemple tous ces bateaux fantômes, il y a au moins plus de 200 tankers qui sont des bateaux fantômes qui livrent effectivement du pétrole à l'Inde, entre autres, qui servent de plaque tournante, qu'on pourrait dire. Bon, je pense quand même que dans cette affaire, malheureusement, le maillon faible, c'est l'Ukraine, soyons clairs. Et ça dépendra de la position ferme de Trump. Parce que Trump veut réussir, ça c'est clair. L'autre, c'est Poutine, il n'a aucune envie, évidemment, de perdre ses gains. Donc, déjà, ses gains territoriaux. Voilà, exactement, ses gains territoriaux, même ses gains, oui, et puis par rapport aux autres pays, parce que c'est vrai il faut toujours comprendre la politique russe, non seulement ukrainienne, mais par rapport aux autres pays BRICS qui sont anti-occidentaux, etc. Il est un peu le chef de file. La Chine, notamment. Il est le chef de file de ces pays, avec le grand puissant derrière, c'est celui qui est le plus dangereux de tous, c'est la Chine. Il y a des discussions avec la Chine. Oui, mais la Chine, pour l'instant, c'est pas son rôle de se mêler de tout ça. Ce qu'elle espère, c'est que Poutine va réussir son coup, si je puis dire, parce que ça donnera l'impression, effectivement, que l'Occident est faible et que, finalement, ils ont le vent en poupe. Et à mon avis, les Chinois sont tout à fait prêts. Ils continuent d'ailleurs à donner des armes à la Russie. Sans les armes chinoises, il y a longtemps qu'à mon avis, la Russie serait beaucoup plus à genoux qu'elle l'est. Bon, donc, et on ferme un peu les yeux, les Occidentaux aussi ferment un peu les yeux sur ce trafic russo-chinois. Bon, donc... Pour l'instant, tout ça, c'est favorable à la Chine, soyons clairs, qui est pour moi l'ennemi principal. Les autres, c'est des amuseurs. Pardonnez-moi de dire ça. Je ne dis pas ça pour les milliers de morts ukrainiens. Mais sur un calendrier, là, lorsqu'effectivement les négociateurs américains volent en ce moment vers la Russie, il va bien falloir donner des gages assez rapidement. Tout de même, Trump, côté russe. C'est fixé 100 jours. Donc, au bout de 100 jours, il va réagir. C'est l'un ou 100 jours. Mais il va étrangler l'un des deux pour obtenir ce qu'il veut. Il s'est fixé 100 jours. Au début, il avait dit 2 jours, puis 1 semaine. Et quand il a dit officiellement, je me donne 100 jours pour trouver la paix, la voie de la paix en Ukraine. Donc, il se donne un petit peu de marge, quand même, un peu plus que 24 heures. Mais en même temps, les 100 jours arrivent très vite. Et donc, rapidement, il va vouloir que quelqu'un cède. Et ce sera celui qui, selon l'humeur du jour de Trump, ce sera l'un ou l'autre. Ce sera l'un ou l'autre. Mais alors justement, si les Russes disent OK pour le cessez-le-feu général, après, il y a ces garanties de sécurité que demandent les Ukrainiens. On va revenir d'ailleurs sur la défense européenne possible. Un cessez-le-feu sans garantie de sécurité, ça ne tient pas. Non, c'est pas en mettant des observateurs que ça va s'arranger. Oui, c'est un sujet qui est central, bien sûr, on le sait. Si vous voulez, Poutine s'est déjà prononcé sur le sujet. Il a dit pas de troupes, entre guillemets, de l'OTAN, des alliés, tout ça. Bon, il avait dit pas de trêve non plus. Donc, oui, pas de trêve, pas de troupes. Il avait anticipé quand même qu'un jour, la question se viendrait sur la table. Il connaît Trump sans doute mieux que nous, pour différentes raisons d'ailleurs. Donc, oui, alors, il faut être prêt pour y aller. Je ne sais pas si ça se fera, mais le pire, ça serait qu'on ne soit pas prêt pour faire notre devoir. Alors, c'est pas sans risque. Vous parlez des Européens quand vous dites nous. Oui, je parle des Européens, de ceux qui le voudront bien, de ceux qui le voudront et qui le pourront. C'est deux critères. C'est pas sans risque, bien sûr, mais d'un autre côté, si c'est pas le cas, ça sera plus un cessez-le-feu. On ne va pas attendre des forces de l'ONU, la Russie, membre permanent du Conseil de sécurité, la Chine, vous les voyez voter une résolution quelconque là-dessus. Alors, bien sûr que ça ne se fera pas. Donc ça sera une partie de la négociation.
Est-ce que Trump a ça en tête? C'est la bonne question. Pour l'instant, les Américains n'en ont pas parlé du tout. Non, mais ces ils garanties n'en de sécurité. pas tant que Poutine ne se sera pas prononcé. D'ailleurs, on ne sait pas ce qu'il y a dans l'accord. On en parle comme étant un espoir, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dans l'accord entre les Ukrainiens et les Américains. On l'imagine, on voit bien. Justement, qu'y a-t-il dans cet accord? Je ne sais pas s'il peut répondre sur les minerais. Sur les minerais avec Kiev. Peut-être que vous avez la réponse, Charles. Parce qu'en fait, on parle donc d'un fameux fonds d'investissement. L'Ukraine qui devrait verser 50% des revenus futurs issus des ressources minérales, pétrolières et gazières à ce fonds. Et ce fonds, donc, qui sera finalement possédé en grande partie par les États-Unis. Donc, le deal, ce serait à peu près ça. C'est ça. La grande inconnue dans ce qu'on esquisse en termes d'accord, c'est quels sont ces gisements d'abord et quelle est la. Est-ce qu'il y a de l'enfumage autour de ces gisements de minerais? Il y a surtout le fait que beaucoup de terrains n'ont pas été vraiment explorés et qu'on ne sait pas. Il y a une partie des terrains qui sont en territoire occupé par les Russes, une autre partie qui est du côté ukrainien libre, mais on ne sait pas. Et quand on parle de 500 milliards, Trump parlait de 500 milliards de dollars, ce que ça pouvait représenter en valeur. Il disait qu'il a donné 300 à 500 milliards d'aides aux Ukrainiens, alors que les chiffres sont faux. Enfin, Trump lance beaucoup de chiffres. Donc je ne suis pas certain qu'on soit capable vraiment de circonscrire et d'évaluer exactement le montant des richesses potentielles et des minerais. Il y a des choses qui ont été faites, mais c'est pas les études ont été réalisées, sinon pour le coup les Américains n'auraient pas signé. Maintenant, effectivement, à quelles conditions? Qui va exploiter réellement? Est-ce que les Américains exploitent ou est-ce que c'est aux Ukrainiens d'exploiter et de reverser un fameux dû? Et souvenons-nous, Trump avait dit que la garantie de sécurité, ce ne sera pas des militaires au sol, mais la présence d'entreprises américaines. Des civils, des entreprises américaines, donc des intérêts économiques américains sur le sol ukrainien qui garantira la sécurité future de l'Ukraine. Donc peut-être qu'il y a aussi cet accord sur le développement de toute une industrie américaine sur le sol ukrainien. Est-ce qu'il est passé en second plan, cet accord, à votre avis? Alors, il n'est pas passé en second plan. On ne parlait que de cela. Mais Rubio a refusé d'en parler hier en disant qu'effectivement, ce n'était pas le lieu et pas le moment. Donc, parmi tant d'autres choses, ils sont tombés d'accord là-dessus. Mais Zelensky était déjà d'accord. Quand il se déplace au bureau ovale, l'accord est rédigé. Ils sont là pour signer. C'est le comportement de Trump et de Vance qui a fait capoter le sujet. Mais l'accord n'a pas été remis en question. Lui, ce qui a été remis en question, c'est le traitement diplomatique de Zelensky et du peuple ukrainien. Donc, il n'y a pas d'enfumage général autour de ce que pourrait rapporter ce fonds aux Américains. Il faut des moyens considérables pour exploiter. Par exemple, du lithium. Le lithium, tout le monde sait que c'est un des métaux critiques aujourd'hui, les batteries et autres. Il y a du titane aussi. Donc ça, c'est intéressant, plus que des terres rares. D'ailleurs, on ne va pas rentrer dans le détail. C'est un autre sujet. Mais moi, la question que je me pose, je me dis, mais les Européens sont en soutien de l'Ukraine. Ils le montrent, ils le démontrent. Ils l'ont affirmé encore hier très, très fortement, les présidents, les chefs d'état-major. Et c'est Trump qui, évidemment, négocie un accord avec les Ukrainiens sur l'utilisation des... Non, ça ne vous choque pas? Bien sûr. Non, mais ça choque tous les Européens. C'est certain qui essayent d'être à un moment donné à la table. N'ayant pas la même mentalité, on n'a pas non plus la même... On fait passer les choses dans l'ordre. On dit d'abord, s'il n'y a pas la sécurité, il n'y aura rien. Mais enfin, ça serait ça quand même l'avenir. Mais voilà, c'est un avenir aussi qui passe par tellement d'étapes avant c'est vrai qu'on a un peu de mal à l'imaginer. Il faut y réfléchir. Il faudra aider l'Ukraine, il faudra l'aider à se développer, c'est sûr. Je rappelle que les négociations, d'après ce que je sais, les négociations qui ont eu lieu en Arabie Saoudite ont duré 8 heures. Donc en 8 heures, on a des choses à se dire. Excusez-moi, on joue pas... Bon, donc ça veut dire qu'ils ont été au fond des choses, j'en suis intimement convaincu, y compris sur les terres rares. On n'en sait rien, puisque tout ça reste secret aujourd'hui. Mais ça veut dire qu'à mon avis, il y a un vrai deal qui s'est fait entre les Américains et les Ukrainiens. Ça ne veut pas dire que ça va se réaliser, mais il ne faut pas être innocent. Et je pense que dans ce deal, il y a effectivement l'idée trumpienne, je dirais, on paye, mais on doit être remboursé. Et voilà. Donc à mon avis, les terres rares sont dans le package, en tout cas. Si vous permettez, c'est plus un chantage qu'un deal. Hein. Bon, oui, bien sûr, c'est plus ça. Trump appelle ça un deal. Oui, parce qu'ils ont couteau sous la gorge. On va écouter justement ce que dit Marco Rubio, donc le secrétaire d'État américain qui était donc présent lors de ces négociations hier en Arabie Saoudite. Il s'est exprimé sur l'Europe, justement. Je pense que la question des sanctions européennes sera sur la table, sans parler du gel des avoirs et d'autres choses encore. Il est donc évident que pour qu'il y ait une paix en Ukraine à l'issue de ce processus,
Les Européens devront prendre une décision sur l'usage de ces sanctions. C'est pourquoi je pense qu'ils doivent nécessairement être impliqués dans ce processus. Une lueur d'espoir générale que les Européens devraient être impliqués. En tout cas, ils ont joué un vrai rôle de diplomate hier, Walls et Rubio. C'est peut-être ce qui a un peu de rassurant, non ? On va souhaiter que Marco Rubio reste là où il est, parce que ça doit être des sièges éjectables, à mon avis, pour tous ceux qui sont proches de Trump en ce moment. Mais oui, bien sûr. Parce que vous saluez finalement quand même qu'ils aient eu la capacité de négocier hier, Rubio et Walls. En tout cas, on en a parlé, Rubio, c'est quand même... C'est un homme politique, c'est quelqu'un qui est plus crédible, si vous excusez l'expression, que d'autres. Un vrai diplomate, pour le coup. C'est un vrai diplomate. La façon dont les négociations se sont passées et surtout la conférence de presse postérieure montre à quel point on est dans quelque chose de plus apaisé dans la négociation et donc où on n'est plus... Et il l'a dit, la petite phrase qu'il a dit au journaliste qui lui a posé la question par rapport à l'évolution de la situation par rapport au bureau ovale. Et il a dit, ici c'est sérieux, on n'est pas à la télé ici. Donc, vous voyez, il fait bien la différence entre le comportement de Trump et de Vance et son... Et là, il risque sa tête, en général. Et là, il risque sa tête, en effet. Allez-y. Charles Laquet, vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, c'est vrai que par rapport à ce qu'a dit Donald Trump, ça fera une très bonne émission de télévision après le navrant épisode de la Maison-Blanche. C'est sûr que la différence avec Marco Rubio est assez manifeste. Alors, sur les Européens... Sébastien Lecornu, donc le ministre des Armées français, a reçu ses homologues allemands, italiens et même britanniques, me semble-t-il. C'était aujourd'hui. Et on va l'écouter, justement. C'était il y a quelques instants. On pourrait se satisfaire de cette resynchronisation entre Washington et Kiev, nouvelle venue d'Arabie Saoudite hier au soir, sur lequel, mais je sais que d'autres y reviendront ici à mes côtés, nos efforts ont pu payer pour essayer de resynchroniser la position des deux capitales, qui font que désormais la balle est évidemment dans le camp de la Russie, et c'est au fond la vraie négociation qui va débuter prochainement pour nous permettre d'avoir un cessez-le-feu et commencer à détailler, discuter les véritables paramètres de ce que pourrait être une paix durable. Thierry Volton, il dit effectivement la balle est dans le camp des Russes. Sébastien Lecornu, entouré des autres des homologues. Il y a un gêne quelque part. Enfin, moi personnellement, je trouve, c'est-à-dire que pour l'instant, l'accord, en tout cas qu'on connaît, c'est Zelensky, les Ukrainiens, les Américains qui vont maintenant du côté des Russes. Et pour l'instant, l'Europe est out. Et si l'Europe n'élève pas la voix et ne dit pas, il faut taper du poing sur la table, mais nous sommes directement concernés parce que c'est notre territoire, c'est notre continent et non pas la Russie ni l'Amérique, on risque d'être un peu les dindons de la farce dans cette affaire-là. Ça dépendra vraiment. Alors heureusement, apparemment, les Européens ont l'intention de réagir, ne serait-ce que par on voit avec toutes ces séquences qui se passent à Paris notamment. Et évidemment, s'il y a un jour un cordon de sécurité qui doit se mettre en place, ce n'est pas forcément les employés américains qui sont en train de creuser la terre, si je puis dire, ça sera surtout un contingent européen de pays volontaires, incontestablement, dont l'Angleterre fera absolument partie, parce que l'Angleterre est en tête, il faut quand même le rappeler, dans la volonté de résistance par rapport, et je salue l'Angleterre au passage, parce que c'est formidable. N'oublions pas qu'elle est en dehors de l'Europe, de l'Union européenne, mais elle est en tête, parce que depuis toujours, d'ailleurs, cette Angleterre a toujours joué un rôle central dans l'Europe, en tout cas au XXe siècle. Vous êtes d'accord, Général? Oui, je suis d'accord. Et c'est le format, c'est passionnant ce qui s'est passé quand même ces derniers jours. Déjà hier, de recevoir 34 chefs d'état-major. Ça, c'était Emmanuel Macron. Alors, c'était totalement inédit. Ça se fait régulièrement, au moins 2 fois par an au sein de l'OTAN. Mais là, c'est un format élargi. Élargi, donc à... C'est-à-dire qu'on a les 23 de l'Union européenne. On élargit ça à la Grande-Bretagne, à la Norvège et au sud à la Turquie. C'est en fait les pays qui contribuent à la défense de l'Europe. On parle de l'Europe de la défense européenne, tout ce qu'on veut, mais l'essentiel, c'est la défense de l'Europe. C'est comment on va y arriver, comment on va générer les moyens, comment on va acquérir un niveau dissuasif tel que Poutine ne va pas s'en prendre à un pays européen et donc un pays otanien, parce que les frontières sont quasiment identiques. À noter que les Américains, évidemment, n'étaient pas là hier. Alors, le général Cavoli, qui est le patron des forces américaines en Europe, ça se passait un peu avant que l'annonce soit faite qu'ils avaient rétabli et le renseignement
et les capacités. Donc, il devait être un peu sur... il était dans une position inconfortable. Il était, il était invité, bien sûr. C'est un ami du chef d'état-major des armées. Il connaît très, très bien... C'est un homme intéressant et vraiment très, très intelligent. Mais mis dans une situation inconfortable. Mettez-vous à sa place. Tous les militaires, je ne sais pas, je ne vais pas faire une incise, mais on sent bien que les militaires ne sont pas très à l'aise avec ce qui se passe en ce moment. On n'en entend plus un parler. Et pourquoi vous dites qu'ils ne sont pas très à l'aise? Parce que, primo, ils ne se reconnaissent pas. Enfin, je parle des chefs, parce que les militaires, autrement, c'est des citoyens, ils ont voté comme les autres. Mais ils ne se reconnaissent pas, si vous voulez, dans l'abandon temporaire, l'abandon de l'Ukraine. Et eux, ils ont travaillé à fond avec les autres alliés pour faire en sorte que l'Ukraine ait les moyens qu'on pouvait lui donner. Et d'un seul coup, on leur dit, on passe sur courant alternatif, oui, non. Donc, et puis ils savent bien aussi que avant que Trump n'ait vraiment fixé un cap, c'est même pas la peine qu'ils parlent. Ils vont eux aussi passer par le siège éjectable. Et puis, c'est tout. C'est comme ça que ça s'était passé la dernière fois. 15 pays, d'après Sébastien Lecornu, on l'apprend à l'instant, seraient favorables donc, à une mise en place d'une forme de sécurité, une nouvelle sécurité pour l'Europe. Valéria Faure-Muntian, votre réaction, est-ce qu'effectivement les Ukrainiens vont continuer à demander ces garanties européennes? Et lorsque 15 pays disent qu'ils seraient prêts peut-être à le faire, c'est rassurant? Ils ont tout intérêt à poursuivre parce qu'effectivement, jusqu'en 2022, enfin jusqu'en 2014, c'est la Russie qui devait garantir la sécurité de l'Ukraine. On voit bien que c'est totalement impossible aujourd'hui. Donc, depuis le premier jour du conflit, Zelensky demande à ce qu'à terme, d'autres pays s'engagent à représenter et à assurer la sécurité de l'Ukraine. D'abord l'OTAN. L'OTAN, a priori, c'est quelque chose le débat est clos. Donc l'Ukraine ne rentrera pas dans l'OTAN. Voilà, il est mis entre parenthèses. 4 ans, c'est long et c'est court. Oui. Entre parenthèses, vous dites. Oui, mais on sait parfaitement que c'est quasiment inaccessible. Donc, il faut trouver des alternatives. Ces alternatives se trouvent dans le voisinage immédiat. C'est la Pologne, c'est la France, c'est la Grande-Bretagne. En tout cas, c'est des pays volontaires qui se sont manifestés dès le départ pour accompagner l'Ukraine dans son combat. Et donc, ce serait totalement logique. Maintenant, la problématique, c'est que Poutine, il a dit pas de soldats au sol, ni de l'OTAN, ni les Américains, ni les Européens, surtout pas les Français et les Britanniques. Donc, vous voyez, on est un peu dans une impasse. Donc, comment on s'en sort si on veut s'assurer une paix durable sur le sol ukrainien? Un mot sur les avoirs gelés russe, c'est passé à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Il y a des divisions en fait en France. L'exécutif Charles Laquet qui est plutôt défavorable à ce qu'on utilise, à ce qu'on saisisse ces avoirs russes, à peu près 250 milliards. Mais en revanche, les intérêts de ces avoirs, on les utilise pour aider les Ukrainiens. D'autres, au contraire, iraient beaucoup plus loin, comme Gabriel Attal d'ailleurs que vous avez accompagné. Lui, il serait pour carrément la saisie des 250 milliards. C'est une bonne idée ou pas ? Est-ce que c'est une bonne idée? Alors en fait, c'est surtout, ce qu'il faut voir, c'est que les personnes qui disent il ne faut pas le faire parce que ça va faire fuir les investisseurs saoudiens, chinois, disent ça depuis un certain temps. Éric Lombard dit que ça risque de déstabiliser la finance mondiale. Si on retourne un peu l'argument, l'objection, c'est de dire mais où est-ce qu'ils iraient ces investisseurs? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monnaie de réserve, à part l'euro. Il y a le dollar, il y a le yen, il y a la livre sterling, mais c'est tout. Et les 4 ensemble, ça fait 90% des monnaies de réserve. Ce que je veux dire par là, c'est que ils vont pas partir comme ça d'un coup. Moi, j'y crois pas du tout. Donc, le fait d'utiliser cet argent, ces 200 à 250 milliards directement, ça permettrait de faire une avance sur les dépenses qui sont nécessaires pour la reconstruction, ce qui est, contrairement à ce que beaucoup disent aussi, totalement correct et en ligne avec le droit international. Donc, ce n'est pas une infraction au sens financier du terme, c'est plutôt une question politique. Et Bayrou, lui, il ouvre un peu la porte en disant que ça pourrait se faire, par exemple, dans un cadre européen. Oui, mais je pense, écoutez, moi je suis tout à fait favorable, enfin j'ai aucun pouvoir pour la saisie de cet argent qui est effectivement dans les banques européennes. Donc c'est évidemment un moyen extraordinaire de financement. Donc à mon avis, il n'y a aucune raison de s'en priver, compte tenu de ce qu'est la politique de Poutine. On n'a pas en face de soi un gentilhomme, on a un gangster. En même temps, vous vous privez peut-être d'un moyen de négociation. Une fois que vous l'avez utilisé, c'est terminé. Oui, mais enfin, à mon avis, c'est pas ça qui va jouer dans la balance. Est-ce que je voudrais simplement insister une petite chose, parce
parce que je trouve que c'est une information très importante que vous avez donnée, que Le Cornu est dit tout à l'heure que 16 pays étaient d'accord. 15 pays. 16, vous avez dit. Hein. Ah, j'ai dit 15. Ah bon, 15, excusez-moi. 15 pays, pardonnez-moi, peu importe. Selon une dernière dépêche qui nous est parvenue. Hein, mais c'est une très bonne nouvelle, excusez-moi. Enfin, moi, je trouve ça, c'est une bonne nouvelle. Hein. Ça veut dire quand même qu'il y a 15 pays européens qui sont prêts à se mouiller. Voilà. Ben, enfin. Et ça prouve que les chefs d'état-major ont bien travaillé. Donc la réunion d'hier n'a pas servi à rien. Ah non, et celle d'aujourd'hui non plus. Enfin, toute cette séquence depuis 15 jours ne sert pas à rien, en fait. C'est ça qu'on peut se dire aujourd'hui, en général. Quand on parle beaucoup de l'architecture de sécurité en Europe, mais il faut se souvenir que c'est fait par des hommes, par des femmes, par des gens qui s'engagent et des capacités militaires, et puis une certaine vision, une stratégie. Sans stratégie, on n'a rien. Je veux dire, on peut pas développer des outils militaires qui soient adaptés. Donc moi, je trouve que c'est une très belle étape, qu'on revient même à l'essence même de la défense de notre continent, et que ceux qui... Et beaucoup de pays adhèrent sur le fond. Et ça, c'est très bien. On sort des chicayas de l'Union européenne, des fonds, de machin. Maintenant, c'est vrai qu'il va falloir s'en donner les moyens. Et ça tomberait bien parce que nous, on n'a pas le premier centime d'euro, quand même, pour être très honnête. Donc les 250 milliards d'avoirs russes, vous dites que ce serait... ça ne ferait que retourner à l'envoyeur, si vous voulez, tout le mal qu'il a pu faire en Ukraine, comme vous le disiez tout à l'heure. Steve Witkoff, donc l'envoyé spécial de Trump qui sera à Moscou. Là, normalement, il est en route vers Moscou. Valeria Formotian. Donc voilà, il nous reste 2 minutes sur l'émission. Qu'est-ce qu'on peut attendre véritablement ? On peut tout attendre de la part de Poutine, c'est une évidence. Donc aujourd'hui, on aura les Américains qui vont présenter le plan en détail, pas juste la conférence de presse auquel on a accès. En détail, les Russes vont répondre point par point, c'est oui ou c'est non. Politiquement parlant et de la posture que Poutine a adoptée, il ne pourra pas dire oui à l'ensemble. Donc, il sera forcément obligé de pinailler. Alors, est-ce qu'il va pinailler sur des choses qui sont acceptables et donc demander, par exemple, lever de certaines sanctions économiques, et donc ça veut dire que la balle est renvoyée vers l'Union européenne et vers les États-Unis, ou est-ce qu'il va demander des choses atroces du point de vue ukrainien, c'est-à-dire décapitation totale du gouvernement ukrainien, démilitarisation, enfin voilà. Donc, toutes ces choses-là vont jouer un rôle non négligeable sur le nombre d'allers-retours, sur l'acceptabilité et sur la durée des choses. Sachant que Trump, ayant fixé les 100 jours, au 100e jour, il va essayer de faire en sorte que l'un des 2 dirigeants passe au barbecue et on ne sait pas lequel. Merci beaucoup. Valeria Formotian d'avoir été avec nous. Général, merci. Général Paloméros, Thierry Volton, merci beaucoup. Charles Haquet. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux et en podcast. À demain.